Bonjour à toutes et à tous, toujours dans le cadre de la formation pédagogique destinée aux enseignants universitaires nouvellement recrutés, j'ai réalisé cette deuxième vidéo afin de vous faire découvrir le contenu du cours que j'ai préparé, à savoir l'écologie générale. Avez-vous déjà randonné en forêt et été frappé par l'incroyable diversité des organismes qui cohabitent, des fougères aux arbres en passant par des champignons de la taille d'une assiette? Si c'est le cas, vous avez reçu un avant-goût de l'écologie. Pour commencer, nous allons parler du chapitre 1 qui s'intitule Généralité. Dans ce chapitre, nous allons évoquer la définition de l'écologie. Nous parlerons des domaines d'intervention de l'écologie et de la notion de système écologique et nous terminerons avec les écosystèmes dans la biosphère. Qu'est-ce que l'écologie? Le terme écologie, composé de deux mots grecs, oikos et logos, qui signifie étymologiquement science de l'habitat, fut créé par le biologiste allemand Ernst Haeckel en 1866. Ce savant définissait cette discipline biologique comme la science globale des relations des organismes avec leur monde extérieur environnant, dans lequel nous incluons, au sens large, toutes les conditions d'existence. Tout simplement, elle se définit par les relations entre les êtres vivants. Là, on parle des interactions biotiques et avec leur milieu physique et chimique. Là, on parle des interactions abiotiques. Comment étudions-nous l'écologie ou bien quels sont les domaines d'intervention de l'écologie? En ce qui concerne les domaines d'intervention de l'écologie, les scientifiques ont mis en évidence et popularisé la hiérarchie écologique en tant que principe d'organisation de l'écologie. Le premier niveau est l'écologie des organismes ou bien l'auto-écologie. Il s'intéresse à l'étude de l'organisme individuel ou une espèce individuelle. Le deuxième niveau, c'est l'écologie des populations ou la démoécologie. Elle étudie les caractéristiques quantitatives et qualitatives des populations. Elle consacre à l'analyse des processus qui contrôlent la structure et la dynamique des populations. Le troisième niveau, c'est le niveau des communautés ou bien la synécologie. Elle consiste à analyser les relations entre les individus appartenant à différentes espèces d'un même groupement et leur environnement et les changements qui se produisent au fil du temps. Le quatrième niveau, c'est le niveau de l'écosystème ou bien l'écologie écosystémique. Il étudie l'impact des facteurs abiotiques sur les organismes et dans certains cas, comment les organismes ont un impact sur l'environnement physique. Le dernier niveau, c'est le niveau mondial. Ce niveau étudie la façon dont les modèles et les dynamiques mondiaux, par exemple les courants océaniques et éoliens, les changements climatiques, sont responsables de la répartition géographique et de l'abondance des populations ainsi que du fonctionnement et de la productivité des écosystèmes. Qu'est-ce qu'un système écologique ou bien un écosystème? Un système, c'est un ensemble d'éléments interdépendants les uns des autres qui interagissent au fil du temps pour former un tout. L'écosystème, par définition, un système biologique formé par deux éléments, un environnement physico-chimique spécifique, le biotope et une communauté vivante, c'est la biocénose. On peut ainsi écrire la relation célèbre suivante, biocénose plus biotope égale écosystème. La classification des écosystèmes. On peut classer les écosystèmes selon les types de biotopes qu'ils abritent. On distingue des écosystèmes terrestres ou continentaux, comme par exemple les forêts, les prairies, les déserts. Ces écosystèmes sont caractérisés par une diversité d'espèces végétales et animales adaptées aux conditions environnementales spécifiques à chaque région. Des écosystèmes des eaux continentales. Ce type d'écosystème subdivise en deux types, les écosystèmes lentiques comme les lacs, les étangs et les marécages, et les écosystèmes lotiques comme les rivières et les fleuves. Ces écosystèmes jouent un rôle crucial dans la fourniture d'eau douce, la régulation du cycle de l'eau, la biodiversité et la fourniture des services écosystémiques essentiels. Les écosystèmes océaniques ou marins, ces écosystèmes font référence aux habitats et aux communautés biologiques présentes dans les océans.
qui couvre environ 71% de la surface de la Terre. Ces écosystèmes abritent une diversité incroyable d'organismes, y compris des poissons, des mammifères, des invertébrés, des algues et des planctons. Les écosystèmes marins jouent un rôle crucial dans la régulation du climat, la production de l'oxygène, la régulation des cycles biogéochimiques et de la fourniture de ressources alimentaires et économiques pour des milliards de personnes à travers le monde. Les écosystèmes peuvent également être classés en fonction de leur taille, allant des micro-écosystèmes comme par exemple les cadavres, aux méso-écosystèmes comme une petite rivière, et aux macro-écosystèmes comme les biomes terrestres, à savoir les savanes tropicales, la toundra, les déserts, etc. Une autre classification repose sur l'impact de l'activité humaine, à savoir des écosystèmes naturels comme les forêts naturelles et des écosystèmes artificiels ou anthropiques comme les jardins, les parcs, les fermes, etc. Avec ce point, nous avons terminé le premier chapitre et nous passons au deuxième chapitre. Dans ce deuxième chapitre qui s'intitule Le milieu et ses éléments, nous définirons la notion de la niche écologique et la notion de l'habitat. Nous présenterons aussi la notion de facteur écologique ainsi que l'interaction du milieu et des êtres vivants. L'ambition des animaux et des végétaux semble se limiter à un objectif élémentaire, se maintenir en vie et perpétuer l'espèce. Pour accomplir cette destinée, l'animal doit se plier à quelques tâches rudimentaires, se loger, se nourrir et se reproduire. Au cours de sa vie, le renard creuse des trous et consomme des oiseaux et des petits mammifères dont il limite ainsi la prolifération de ceux-ci. Le renard noue un tissu de relations avec son environnement. L'ensemble de ces interactions spécifiques à chaque espèce se nomme la niche écologique où l'animal a une fonction essentielle à l'équilibre de l'écosystème. La niche écologique correspond donc à la fonction précise ou bien le rôle précis d'une espèce dans son écosystème. L'habitat est un environnement écologique occupé et habité par une population biologique d'organismes animaux, végétaux ou autres. Dans un écosystème, l'habitat est la zone où l'organisme vit, où il peut trouver la nourriture, l'abri, la protection et des partenaires pour la reproduction. Un facteur écologique est tout élément biotique ou abiotique, naturel ou anthropique qui influence les organismes vivants dans un écosystème. Les facteurs écologiques peuvent se manifester sur le métabolisme et la physiologie des espèces, la densité des populations et la répartition géographique de ces derniers. Interaction du milieu et des êtres vivants. Premièrement, la loi du minimum. La manifestation de tout processus écologique est conditionnée dans sa rapidité et son ampleur par celui des facteurs qui est le plus faiblement représenté dans le milieu. Elle est généralisée à l'ensemble des facteurs écologiques sous la forme d'une loi dite loi des facteurs écologiques. Un facteur limitant. Un facteur limitant est donc un facteur écologique dont l'absence ou la faible intensité d'une carence empêche la pleine croissance d'un organisme, d'une population. Un facteur de limitation limite la croissance ou le développement d'un organisme, de la population ou d'un processus. Les plantes, par exemple, ont besoin de lumière, d'éléments nutritifs, du sol et d'eau. Dans les climats arides, la croissance des plantes est fortement corrélée aux précipitations. Il y a assez de lumière, mais l'eau est le facteur limitant. Non seulement la rareté d'une ressource peut être limitante, mais aussi son excès, comme des inondations répétées ou longues. De tolérance ou l'intervalle de tolérance. La loi de tolérance stipule que pour tout facteur de l'environnement existe un domaine de valeur ou intervalle de tolérance dans lequel tout processus écologique sous la dépendance de ce facteur pourra s'effectuer normalement. Si à l'intérieur de cet intervalle, la vie de tel ou tel organisme sera possible.
La borne inférieure délimitant le domaine de ce gradient délimite la mort par carence, alors que la borne supérieure délimite la mort par excès. À l'intérieur de l'intervalle de tolérance existe une valeur optimale dénommée optimum écologique pour lesquels le métabolisme de l'espèce ou de la communauté considérée s'effectue à une vitesse maximum. La valence écologique. Une valence écologique est la capacité d'une espèce à supporter les variations plus ou moins grandes des facteurs écologiques. Elle est aussi appelée l'amplitude écologique, c'est la tolérance d'une espèce vis-à-vis des différents facteurs du milieu. Une espèce à forte valence écologique, c'est une espèce capable de peupler des milieux très différents et supporter des variations importantes des facteurs écologiques. Cette espèce est dite Uries. Une espèce à une valence écologique moyenne est dite mésoès, alors qu'une espèce à faible valence écologique ne pourra supporter des variations limitées des facteurs écologiques. Cette espèce est dite, dans ce cas, sténoès. Merci et à bientôt.